Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, es-tu bien réveillé ? Bonjour Mehdi El Kanafi, parfaitement réveillé, C'est vrai parfaitement prêt. La forme. T'as la forme ? Non, je te pose la question parce que tu as veillé cette nuit pour regarder les Game Awards. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. On va en parler largement car au sommaire de cette émission, c'est le grand bilan des Game Awards, les tendances, les annonces qu'on a appréciées. C'est tout chaud, c'était hier soir et c'est pour ça qu'on est fatigué. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi vous parler d'un jeu un peu coup de cœur pour nous deux, un jeu qui est rentré dans nos tops de fin d'année. Ce jeu, c'est Solar Ash. Mais avant, c'est la rubrique Retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions des jeux Game Pass et il semblerait que la formule Game Pass va s'inviter chez Sony. Alors attention, c'est pas le Game Pass Microsoft qui va chez Sony, mais plutôt Sony qui commence enfin à penser à une formule d'abonnement avec un catalogue façon Game Pass, façon Netflix. Les rumeurs prétendent d'une fusion entre le PlayStation Now et le PlayStation Plus, tout en gardant PlayStation Plus comme nom, ce que je trouve tout à fait logique. Paramount Plus, HBO, enfin non pas HBO c'est Max, mais Disney Plus, tu vois, il y a beaucoup de plus, donc je trouve ça assez logique. Il y aurait 3 niveaux d'abonnement. Un premier niveau d'abonnement, le moins cher, qui correspondrait à notre PlayStation Plus actuel, c'est-à-dire jouer en ligne, avoir des jeux gratuits tous les mois. Un second niveau, un peu plus cher, nous ne connaissons pas les prix, ce ne sont que des rumeurs, dans lesquels là il y aurait un catalogue de jeux PlayStation 4. Un troisième niveau et dernier, où il y aurait un catalogue de fond avec du rétro gaming, des jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 sûrement, PSP. Voilà, en gros, on n'en sait pas beaucoup plus, mais la question qui se pose, c'est enfin Sony s'y met, on n'en doute pas. Est-ce que les jeux AAA Sony seront dispo Day One à la façon de Microsoft ? Moi, j'y crois pas du tout. Je ne le crois pas non plus. Je vois peu d'intérêt. En tout cas, rappelez-vous, pour les abonnés PlayStation Plus actuels, déjà, si vous voulez acheter une nouveauté, ou parfois il y a des promos et des offres préférentielles pour les abonnés PlayStation Plus, j'ai l'impression, et moi je crois à cette tendance qui donnerait en fait une vraie réduction à ceux qui sont abonnés PlayStation Plus pour ces jeux AAA Sony First Party en Day One. C'est-à-dire que t'es abonné à ton PlayStation Plus, t'as Last of Us 2 qui sort en Day One, je sais pas, peut-être que t'as 30 € de réduction, 60%, enfin 40% de réduction, un truc bien fort, massif. T'as pas ton jeu Day One gratos, mais t'as une forte réduc. C'est quelque chose qui est assez connu dans le ciné avec le Disney Plus Premium Access. Aux US, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand un film sort d'abord sur la plateforme, puis 45 jours après en salle, tu peux l'acheter de façon un petit peu avec un prix réduit, quoi. Moi, j'y crois pas mal à ça. C'est une bonne piste et ça permet à Sony d'engranger de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent pas mettre leur jeu Day One dessus, parce que leurs jeux sont très bien, mais ça les placerait en frontal avec le Game Pass. Et justement, là, les joueurs diraient, attends, pour une offre, j'ai les jeux Day One du constructeur en plus, gratos. Et pour l'autre, faut que je paye en plus. Donc je pense que ça les mettrait un peu en porte-à-faux là-dessus. Ouais, carrément. Petite remarque, ce projet pour l'instant donc est tiré d'une rumeur, s'appellerait le projet Spartacus. C'est toujours marrant. Faudrait qu'on fasse un jour une chronique sur les noms de projets, les noms de code. C'est toujours assez marrant parce qu'ils sont le plus souvent porteurs de sens. Spartacus, un gladiateur à l'origine du plus gros soulèvement d'esclaves sous la République romaine. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce que c'est un indice ? Pourquoi ? Après, projet café, je ne sais pas s'il y a toujours du sens à trouver. Je ne sais pas. Mais si, bien sûr. Projet tranquille. Projet café, projet on est bien. Non mais là. Oui, Spartacus, idée de révolte, de rébellion, de reprendre un peu la main, peut-être. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà pour le retour sur l'émission de la semaine dernière. On va attaquer 2 gros morceaux. Il y en a vraiment un qui est massif, c'est les Game Awards. On sait que vous êtes là pour ça. Donc, normalement, on le met en seconde partie. Soyez cool parce qu'on va vous parler de Solar Ash. Restez au début quand même. Qu'on adore, et on sait que quand on parle de plus petits jeux, vous êtes moins là. Donc écoutez, soyez cool. N'allez pas directement à l'intérieur du top 3 et après filer pour les Game Awards. Non, on va vous parler de Solar Ash, le nouveau jeu d'Alex Preston et son studio Art Machine, donc son second jeu après Hyper Light Drifter sorti en 2016, après une campagne Kickstarter rondement menée en 2013. Donc il lui a fallu quand même quelques années pour sortir son nouveau jeu qui s'appelle Solar Ash. Il est parti à la base sur une Hyper Light, une équipe de 9 personnes. Il est sur Solar Ash, une équipe de 39 personnes avec des noms assez connus. Il est bien entouré. Un jeu plus massif, plus important. Toi, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé de Solar Ash ? Est-ce que déjà tu l'attendais ? J'y allais pas gagnant forcément parce que alors toi t'es un grand supporter de Hyper Light Drifter et ça fait 5 ans que tu me conseilles de le faire
Évidemment, en tant que Camille qui écoute les conseils, je ne l'ai toujours pas fait. L'éternel iconoclaste. Mais du coup, oui, Solar Ash, ce que je voyais, m'excitait pas spécialement, mais je m'étais pas trop renseigné sur le jeu, je l'attendais pas du tout. Et d'une manière un peu débile, hein, ce qui m'a chauffé, c'est que le jeu est annoncé comme pas très long, donc 6-8 heures. Ah, ça a été ce important. qui peut rentrer dans mon planning, et donc il m'a donné envie. Là. Et du coup, j'y suis allé sans trop d'attente, hein, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, on développera un petit peu. Mais c'est vrai que ça reste quand même un jeu singulier qui, sous ses atouts, c'est surprenant. Hein. C'est un jeu qui a une DA très particulière, qui a un gameplay, un visuel, là aussi un petit peu inédit. Hein. On développera aussi un petit peu sur le gameplay. C'est par où tu veux qu'on commence? Est-ce que cette direction artistique, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, j'ai l'impression que les idées sont dans l'air, hein, c'est une expression qu'on donne souvent. Il y a un jeu qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Haven, qui est basé sur des personnages qui se tiennent la main et qui glissent comme ça un petit peu au-dessus du sol, un petit peu comme Solar Ash, mais surtout qui possède en fait cette direction artistique un peu en low poly, pastel, des couleurs rose et bleu, rose, turquoise, tout ça. Moi, ça m'a un peu gâché le début du jeu, je dois l'avouer. Solar Ash, je l'attends comme un fou, mais là, Haven, c'est un jeu que j'ai pas trop apprécié. Désolé aux développeurs de Game Baker, j'ai pas trop accroché et j'avais vraiment cette filiation un peu pas très cohérente. Il y a rien qui va coller aux deux jeux, mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette DA en ce moment. Toi, est-ce que tu l'as kiffé? Oui, alors oui, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu dans l'air du temps et donc il y a d'autres titres qui ont un peu joué sur cette corde. Mais oui, enfin c'est l'univers intriguant, je pense que ça reste une des qualités du jeu, hein, qui est un peu comme à la Dark Souls, ce qu'on dit maintenant, va se dévoiler par bride et surtout par l'observation, le côté actif du joueur qui va essayer un petit peu de recoller les morceaux et de comprendre ce qui s'est passé. Et même le personnage qu'on incarne, hein, donc il s'appelle Rei, qui est une Void Runner, une coureuse du vide, coureur du vide, et qui a un look super stylé. Et ça a été un point d'entrée, moi, qui m'a tout de suite happé. Hein. Je sais que toi, t'as peut-être mis un peu de temps à rentrer dedans. Et, un petit peu, oui, j'ai eu des appréhensions là-dessus. Mais j'ai très rapidement, en fait, adhéré à l'univers, adhéré au monde et un peu adhérer à ce flow-là. Est-ce que c'est le moment de parler de ça, de ce flow? Ouais, alors il y a deux grosses composantes, à mon sens, sur Solar Ash. Il y a de côté ce flow qui reste l'objectif initial des devs et qui reste sa plus grande qualité aussi. Et après, il y a le côté mécanique de jeu, découpage de jeu qui, à contrario, lui, est très classique et même ultra classique. C'est très jeu vidéo, c'est vrai. Ouais. Donc, juste pour résumer, donc on doit arrêter une catastrophe, en fait. Donc, on a le vide qui doit engloutir la planète de l'héroïne. Et donc, juste au moment où l'apocalypse est sur le point de s'accomplir, elle est là pour essayer de sauver sa patrie, sa terre natale. Et donc, de déclencher ce qu'on appelle une graine pour détruire le vide en question. Et donc on va parcourir 6 niveaux qui sont autant de petits mondes ouverts en fait, qui sont pas immenses. Ouais, des gros hubs. Ouais. Mais qui sont à chaque fois un peu caractérisés avec, même si ça reste dans la même lignée niveau artistique, ils ont quand même tous leur petit gimmick, leur petite direction. Et à chaque fois, donc dans chaque niveau, il faudra annihiler des espèces de nids de monstres, un peu pour caricaturer quoi. Donc plusieurs nids de monstres pour débloquer en fait le boss qui va se balader sur la map à la Shadow of the Colossus, donc un grand boss géant. Même si tu parles de nids de monstres, c'est vrai qu'il y a des monstres un petit peu partout dans le niveau, mais en fait c'est des points faibles en fait du boss final et qui vont se caractériser par une sorte de... Alors comment dire ? C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est une sorte de petite time attack. C'est que tu vas avoir le point faible que tu vas enclencher en mettant un coup, ce qui va en fait déclencher plusieurs checkpoints. Une sorte de parcours en fait, qu'on doit devoir suivre parce que donc l'héroïne glisse sur le monde tel un skater, un rollerman. Et donc on va devoir à chaque fois accomplir ce parcours dans un timing limité, parce que si on se dépêche pas assez, la séquence est rebootée, on doit le refaire. Et donc ça sera un petit peu le principe à chaque fois. Alors, pour se marrer, je t'envoie des textos en disant c'est un jeu un peu Tony Hawk, mais il y a ce côté un peu, on est dans un environnement clos et on doit un petit peu faire des figures, suivre des rails, grinder pour progresser. Et à chaque fois on a ces parcours à faire. Donc je sais pas, il y a 4 ou 5 nids de monstres. Enfin je appelle ça des nids de monstres, mais c'est des points faibles. En fait c'est des points qu'il faut atteindre, qui sont parfois un peu cachés, parfois un peu tricky à atteindre. Mais il y a pas spécialement, il y a du monstre un peu partout, mais c'est pas. Les animaux, ça me fait penser à comment il s'appelle, à Days Gone, où tu sais, il faut aller tuer le nid où il y a plein de monstres. Là, c'est pas forcément le cas. Et donc voilà, le but c'est de les dénicher un petit peu, de les annihiler et pour déclencher justement la séquence de boss. Et la séquence de boss aussi, qui là Shadow of the Colossus demandera de grimper sur le colosse en question, mais là aussi qui reprend l'idée d'un parcours à accomplir en temps limité pour arriver au point faible du boss.
Et à chaque fois, il y en a 3 à accomplir sur le boss de plus en plus difficile. Et donc, à chaque fois qu'on tue le boss, on passe au niveau suivant. Donc, il y a ce côté ultra mécanique, ultra jeu vidéo. Et si on m'avait expliqué le jeu à la base, comme je viens de le faire, j'aurais dit, mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est déjà particulier. Et il faut savoir que les points faibles qui sont dans les mondes sont ce parcours à faire en temps limité. C'est exactement le même principe que ce qu'il y a à faire sur les boss. C'est un principe qui se décline, que ça soit dans les mondes ou sur les géants, en fait. Donc, il n'y a même pas de particularité, quoi. C'est la même chose. Ouais. Comme tu es en train de dire, si on nous avait expliqué avant, on aurait fait... Ouais, je sais pas, ça a l'air chelou ton truc un peu quand même. Moi, c'est un truc qui m'a fait penser à Prince of Persia 2008, un jeu qu'on apprécie tous les deux, et qui essayait aussi de mixer un jeu d'action 3D avec un espèce de flow. Et donc, on avait ce monde ouvert qui se partait en branche, qui n'était pas forcément super. T'avais un hub central et des arborescences. Ouais, donc on reprend un peu cette idée-là, et dans chaque arborescence, t'avais une espèce de parcours à suivre pour ramasser des orbes en fait qu'il fallait collecter. Et donc tu faisais ton parcours, et c'était là aussi sur le flow, fallait enchaîner glissade, saut, rebond, etc. d'une manière là aussi un peu timée pour ne pas tomber. Ouais, et en fait tu suivais tout simplement des orbes lumineuses. Ouais. Et je trouve ton analogie, ton exemple vraiment super, parce que c'est un peu comme dans Solar H où là tu dois en fait taper des aiguilles, c'est tout bête à dire, mais c'est dans le jeu, c'est ça, on tape des aiguilles pour avancer de checkpoint en checkpoint. Et dans Prince of Persia 2008, c'est des orbes de couleurs et tu avances. Comment ça s'appelle, tu sais, ce jeu pour enfants où tu suis les points 1, 2, 3, 4, 5, tu sais, ça forme un dessin après. Ouais. Mais j'ai l'impression que dans le fond, c'est un peu ça, tu vois. Et là où même, malgré l'amour qu'on a pour Prince of Persia, ça restait un level design un peu grossier, dans le sens où tu voyais l'effet un peu circuit que les devs avaient créé dans le level design. Ouais. Tu voyais un peu, ok, là j'arrive dans mon parcours, et que ça faisait une sorte de boucle pour revenir au milieu. Là, c'est la grande force du jeu, en fait, c'est que c'est ce qu'on dit souvent, mais quand le level design est très bien fait, c'est comme s'il n'y avait plus de level design, c'est que tu ne le vois plus. Comme dans Breath of the Wild, par exemple, ou dans d'autres jeux comme ça, quoi. Et là, en fait, tu ne vois pas le level design, comment ça a été posé par les devs et tout. C'est quelque chose qui est très organique, très naturel. Ouais. Et dans la progression, on fait qu'en fait, t'as ce flow de déplacement et ce flow de progression où tu vas, sans même t'en rendre compte, déclencher un parcours, intuitivement suivre les rails qu'on t'a mis sur le chemin pour arriver au bout, et te retrouver après à ton point de départ, mais de manière super sensitive en fait, et super intuitive, quoi. J'en profite là juste pour souligner ce que tu viens de dire. Le flow, alors, donc c'est quelque chose qu'on rabâche en ce moment quand on parle des jeux contemporains. C'est une valeur de game design en fait qui n'est pas liée au fait de glisser. C'est par exemple quand tu vas mourir, tu vas vite revenir. Tu as des options de qualité de vie qui font qu'en fait l'ensemble de ta partie va se dérouler sans friction, sans opposition. En fait, tout devient naturel. C'est ça qu'on appelle le flow. Par exemple, Forza Horizon, je parlais la dernière fois que la fin d'une course correspondait au départ d'une autre. Ça n'a absolument rien à voir. C'est de la qualité de vie qui va amener du flow. Tout à l'heure, tu parlais de Prince of Persia 2008. Les personnages ne glissent pas spécialement, mais il y a cette histoire de flow, quand ce fameux game over disparu, où en fait tu mourais et le personnage d'Erika, Erika, c'est ça? Oui. Elika. Je vais dire en japonais, moi. Elika-san. Elika-san. Et elle te ressuscitait, elle te prenait par la main, et en fait, hop, tu revenais tout de suite. Et voilà, ça contribue au flow. Et en fait, dans Solar H, il y a cette valeur de game design, le flow, mais t'as aussi la valeur de flow, de là vraiment, tu glisses. De la glisse. De la glisse. Et en fait, dans Solar H, c'est ça, c'est la fusion des deux flows, c'est le super flow. En fait. Et donc, c'est un jeu qui est super agréable à prendre en main, qui n'implique pas 50 000 commandes à niveau du pad. Donc, on n'est pas là, en fait, pour accomplir des parcours, mais avec du skill, en faisant des figures, il n'y a pas des timings ultra serrés, c'est juste glisser, sauter, et c'est ça qui engendre ce flow, c'est que tu es pris dans le mouvement, et c'est là où il faut réagir de manière intuitive. En fait, dès que tu commences à trop réfléchir, en général, tu perds et tu dois recommencer. C'est vrai que c'est très intuitif, et j'ai envie de te mettre on the spot, te poser une question. Tu trouves que le jeu, il demande pas spécialement de skill, qu'il n'y a pas un timing spécialement serré? Je suis pas certain, en fait. Je pense qu'il est parfois peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que finalement on a aimé le jeu parce que on est bon? Alors tu vois, moi aussi je l'ai trouvé, j'ai adoré le jeu, bon, je m'en cache pas, je l'ai pas trouvé dur, mais tu vois, comme en fait on a été bon, on l'a aimé, mais des fois c'est le contraire, tu vois, on aime rarement un jeu pour lequel on est nul, ou même un sport, tu vois, on n'est jamais passionné, je sais pas, t'es passionné de foot, t'es une vraie quille, on a souvent en fait un peu une affection à quelque chose où on a un peu des facilités, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que là finalement on a été emporté par le jeu, son game design est extrêmement propre, manette en main, tout c'est très 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 bien fait, finalement ça s'est bien passé et du coup on a été bon, ou est-ce que ça a été le contraire, tu vois? Alors, j'aimerais me dire que je suis bon, c'est pour ça que j'apprécie le jeu, mais je pense que le jeu te donne quand même
les clés pour maîtriser son système, qui va pas évoluer. C'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il y a ce côté, j'ai enchaîné 6 mondes, donc est-ce que c'est répétitif? Et au final, on gagne jamais de mouvements en plus, d'habilités supplémentaires. Donc on reste vraiment sur les bases de gameplay qu'on nous confie dès le début. Et ça peut être une inquiétude. Mais je me suis vu quand même progresser. Et, la maniabilité est super précise et ça, c'est un vrai plaisir. On peut déclencher le boost, ça répond au doigt à l'œil. Il n'y a pas de frustration qui est liée justement à ce côté glisse où on peut être, on loupe son truc parce qu'il y a trop d'inertie. C'est vraiment super bien fait. Mais j'ai l'impression quand même que le jeu, d'une manière ou d'une autre, mais nous aide aussi à progresser. Et à la fin, je me surprenais à faire des moves super sympas et à prendre un vrai plaisir dans l'exploration. Et c'est vrai que j'ai peut-être plus galéré sur des boss du début que ceux de la fin. Alors est-ce que c'est eux qui étaient moins difficiles ou est-ce que c'est justement moi qui avais pris un peu les contrôles en main? Mais c'est vrai que du coup ma partie était beaucoup moins heurtée au fur et à mesure de ma progression. Oui, tu viens de dire heurté, on vient de parler de flow et tu as évoqué l'exploration. En fait, tout ça fait un amalgame d'un Solar H qui est, à mon sens, assez parfait. Il n'y a pas la séquence d'action, la séquence d'exploration. Il y a ce flow, on passe de l'un à l'autre de façon très naturelle et le jeu va nous inviter à l'exploration. Et ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup apprécié, je crois. Oui, parce que ça le fait là encore une fois de manière naturelle. Ça sera un peu le maître mot, le côté organique, c'est que on a un radar qui permet de déclencher des sortes de balises d'objectifs pour les points faibles du boss à éliminer. Ouais. Mais je m'en servais pas, et pas parce que je ne voulais pas m'en servir, mais parce que naturellement, rien qu'en me baladant et en explorant, en observant, j'allais déclencher ces points-là un par un, sans même m'en rendre compte finalement. Et on a du coup ce côté un peu le Saint Graal à Breath of the Wild, où t'as plus besoin de cartes, où c'est juste par l'observation et par le regard que tu vas comprendre le level design, l'analyser et le parcourir. Dans Dark Souls aussi, t'as pas de cartes. On en parlera tout à l'heure. On rigole, moi je vais dire comment on enchaîne sur ça. Non, c'est vrai qu'on vient de parler de l'exploration, on vient de parler de façon heurtée. C'est vrai que c'est dur de le décrire ce jeu, c'est dur de le juger peut-être, de savoir comment en fait on pourrait se dire est-ce qu'on le conseille, est-ce qu'on trouve ça bien, est-ce qu'on trouve ça pas bien. C'est un jeu qui prend au cœur un peu. Oui, alors ce qui est rigolo déjà, c'est que tous les deux on fait partie de ceux qui ont grave pas apprécié, mais déjà on n'a pas forcément la même appréhension du jeu parce que pour moi on n'est ni sur un jeu de gameplay, donc à la Tony Hawk, un jeu de skill comme j'expliquais, et ni sur un jeu purement de balade comme on le ferait dans un Journey, tu vois, où exactement. Dans le côté un peu walking sim quoi. Ouais. Je trouve qu'on est sur un bon compromis, il y a un équilibre qui pourrait être qui a priori super bancal et super compliqué à obtenir, mais pour moi je trouve qu'il est pile tombé là où il fallait. Et je pense qu'il y a eu des mois et des mois de testing, et si le jeu a mis autant de temps à se faire, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de playtest et justement pour voir comment les joueurs étaient réceptifs aux signaux envoyés par les devs. Et moi je trouve que ça marche super bien. Là où toi tu vois peut-être plus le côté gameplay que moi quoi. Alors je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Il y a un équilibre qui est parfait et en fait au milieu de cet équilibre je pense qu'il y a une zone en fait un peu morte où chacun va chercher ce qu'il préfère. Et c'est vrai que toi tu adores l'exploration, flâner tout ça. Pour autant dans les jeux tu vas souvent tout droit, les quêtes annexes, et là tu n'as pas utilisé la carte, tu as trouvé tous les costumes. Alors c'est un des rares trucs à faire à côté, c'est des costumes, tu les as tous trouvés, t'as passé du temps, t'as pas eu envie d'aller tout droit en fait. J'étais bien, c'était agréable. C'était bien, et c'est vrai que moi j'ai adoré ce versant, mais j'ai aussi adoré le versant plus, comme je disais tout à l'heure, le côté un petit peu time attack, où chaque élément va te demander de bien perfectionner ton parcours, où en fait il faut pas paniquer, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, et que quand tu commences à perdre tes moyens, c'est là où tu vas défoncer ton run et tu vas dire non, là je vais recommencer. Mais c'est jamais très punitif, tu peux recommencer rapidement. C'est extrêmement, c'est pas punitif du tout, mais il y a vraiment plusieurs bienfaits au jeu, que ce soit de l'exploration ou manette en main, et moi c'est vrai que j'ai aussi beaucoup apprécié le côté plus mécanique, côté plus jeu vidéo. C'est vrai que alors que toi un petit peu moins quoi. Moi ce côté je l'ai ressenti, mais il a complètement disparu, tu vois. C'est que tellement que j'étais pris dedans, justement dans ce flow, même dans cet univers, dans les bribes de scénar qu'on te laisse entendre, je suis passé complètement outre quoi. Et c'est vrai que le jeu quand on le décrit, il a rien d'exceptionnel, que ce soit en termes de gameplay, en termes de progression, de mécanique. Et tu veux dire point par point. Ouais, pris point par point. Quand on le décrit, je pense peut-être ceux qui nous écoutent dites bon, il y a rien de ouf dans ce que vous me dites, pourquoi vous vous enflammez comme ça? Mais faut pas dire ça, il y a plein d'autres choses qui sont bien. Ouais, mais c'est vraiment un jeu, l'appréhension sera très très subjective, tant le feeling ça dépend des joueurs. Mais franchement c'est exactement ça, c'est très subjectif, une appréciation, tu l'as dit le mot je crois tout à l'heure, sensitif, hein. Un jeu, moi
que j'aurais du mal à conseiller. En règle générale, tu vois, moi j'aime bien les gros AAA, tu vois, Last of Us, Red Dead, tout ça. Non, mais tu vois, des titres des jeux qui, bon, bah ça gagne le GOTY, beaucoup de gens les aiment, moi je les apprécie aussi, et quand quelqu'un va dire, bah ça c'est vraiment éclaté, je me dis, bon, quand même, t'es un peu de mauvaise foi, c'est quand même un bon jeu. Solar Ash, on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui rentre dans le top de l'année, mais j'aurais du mal à le conseiller, et je comprendrais à 2000% que quelqu'un dise, mais non, mais ça c'est répulsif, hein, je ne peux pas y toucher. Parce qu'il a quelque chose en fait en lui qui va résonner ou pas. Subjectif, c'était moi Nico, hein, je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est un jeu moi qui m'a pris au cœur, que j'ai adoré, comme j'ai adoré le premier jeu d'Alex Preston. Des jeux qu'on aime, nous souvent, leurs créateurs on les apprécie et on va les analyser, on va les suranalyser, on va les interpréter en fait et on va essayer de voir les intentions de chaque geste des créateurs. Alors est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison, je sais pas, mais c'est quelque chose qu'on défend, hein, nous plutôt le geste sur plusieurs jeux. Oui, et puis l'interprétation ne veut pas dire que tu as une vérité, hein, c'est juste un point de vue qu'on peut développer sur un créateur qui n'est peut-être pas ce que lui a voulu faire, mais qui reste pertinent. On l'a souvent fait, hein, nous, avec l'œuvre de Kojima dans son ensemble, entre autres. Hein. Ça a été aussi le cas pour ma part sur les 2 premiers jeux de Preston. Perso, moi, j'ai apprécié Solar Ash à travers le prisme d'Hyper Light Drifter. Donc, je vais sûrement dire Hyper Light, hein, parce que Hyper Light Drifter, c'est un petit peu chaud à dire. Il y a Hyper direct. Ouais, bon, je dis rien, du coup. Alors, j'ai pas cherché absolument à les rapprocher, en tout cas pas volontairement, mais ça m'a sauté aux yeux, un peu comme une évidence. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai été floué? Ça, c'est à vous de me le dire, mais comme tu viens de le préciser, c'est interprétation. Je sais pas si j'ai raison. J'avoue, je vais me renseigner sur les intentions de Preston. Mais là, pour cette chronique, j'avoue, j'ai lu aucune interview sur la création de Solar Ash. Je suis ultra renseigné sur Hyper Light. Vraiment, c'est un jeu que j'ai suivi quasiment depuis le début. Mais là, on va voir. Vous allez me dire si je dis vraiment n'importe quoi. Et donc, je me suis mis dans les pompes de Alex Preston. Hein, il a dû se demander comment on fait suite à un chef-d'œuvre. Et chef-d'œuvre, c'est Hyper Light. Hein, donc, sa première solution, hein, je pense, a été... comment on fait? Il a dit, je vais dérouter les joueurs. Pas mal, c'est une bonne solution. Seconde solution, faire radicalement le contraire. Alors c'est encore mieux, hein, mais c'est risque de décevoir les fans ou de se fourvoyer et d'aller trop loin. Et en fait, Alex Preston, à mon sens, il a choisi une 3e approche, la meilleure, peut-être la plus difficile. Il a choisi de faire la même chose, mais il a choisi de le faire différemment. En gros, avec Solar Ash, il nous raconte la même chose que dans Hyper Light Drifter, mais de manière différente. Le fond reste le même, mais la forme change. Alors comment Alex Preston a fait la même chose mais différemment? Le meilleur exemple pour illustrer ce que je vous expose, c'est cool car c'est la chose la plus simple, la plus flagrante à voir, hein, ce sont les graphismes. Entre Hyper Light Drifter et Solar Ash, il y a un bond vers la 3D qui a été fait. Alors le premier jeu, hein, c'est un jeu en 2D pixel art, l'autre est en 3D low poly, mais la chose la plus importante, c'est que malgré ce passage à la 3D, ça n'a pas changé le cœur de ce qu'étaient les jeux. Et ce qui était à la base Hyper Light et Solar Ash. Donc les deux jeux, c'est 2 approches... Pardon, je suis fort de rire. Parce qu'il a encore éclaté le micro. Voilà, vous êtes habitué. Donc ce que je veux dire, c'est que ces 2 jeux, ces 2 approches du flow, 2 interprétations du flow. C'est la même chose, mais ils ne s'abordent pas de la même manière. Dans Hyper Light, en fait, c'est à travers le dash. Donc ce mouvement, hein, c'est le mouvement principal du héros. Le dash, il nous fait aller plus vite, il nous fait éviter les coups, il nous fait traverser des précipices, il nous fait même traverser plusieurs précipices. Et en fait, à la fin, tu es en full contrôle, tu passes les précipices, tu tues les monstres, tu fais tout. Tu atteins ce flow, c'est à travers l'utilisation du dash que tu atteins ce flow, et dans Solar Ash, on en a parlé il y a quelques instants, ce flow, c'est central. Donc que ça soit à travers le dash dans Hyper Light, ou que ça soit la glisse dans Solar Ash, le résultat ressenti est le même. Donc c'est 2 approches pour un résultat. Donc j'espère que vous l'avez, faire la même chose mais différemment, c'est de ça dont il est question. Aussi, dans les 2 jeux, on est toujours dans le contrôle. On progresse, on maîtrise, c'est super grisant. Hein. Les 2 jeux sont très stimulants manette en main. Mais il y a une chose en fait qui les distingue, c'est qu'ils sont récompensants pour ce qu'on accomplit, mais pas pour ce que l'on reçoit. On a commencé à le dire tout à l'heure. En fait, dans Solar Ash, en fait, on est content, on est satisfait de terminer une séquence de boss, hein, par exemple, parce qu'en fait, on était en contrôle, qu'on constate nos progrès au fil de l'aventure. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que les derniers boss étaient plus faciles? Je suis pas sûr. Hein, c'est toi qui étais meilleur. En fait, on n'est pas spécialement récompensé par de l'expérience en XP, en numéraire. On n'est pas récompensé par des objets. À Hyper Light, c'est la même chose, mais Solar Ash, en fait, il va plus loin. Il est encore plus radical, tu vois. Dans Hyper Light, t'avais quand même plusieurs armes, t'avais des compétences à débloquer. Dans Solar Ash, en fait, il n'y a pas d'évolution des coups. On a un unique enchaînement, tout le jeu, et il reste le même, tu vois. T'as pas d'évolution de capacité non plus. Et en fait, dans les 2 jeux, donc surtout Solar Ash, hein, on s'éloigne vachement, hein, tu as de la complexité des titres actuels, ou qui est en surcouche. Là, c'est très simple, c'est très lisible. Pas d'arbre de compétences, pas de gain d'XP, pas de nouveaux coups, pas d'objets non plus.
en tout cas si peu dans Solar Ash. Surtout, en fait, on va dire qu'il y a 2 objets qui ont aucune conséquence. Tu peux dans Solar Ash choper des petits boucliers. Donc c'est une denrée en fait qui est périssable, hein, tu t'en fiches, et tu as des sortes de petites boules roses en fait pour restaurer ta vie max, qui te permet en fait de restaurer ta vie max. Mais tout ça c'est éphémère, car à chaque boss en fait il faudra réinvestir dans sa vie max, parce qu'à chaque boss en fait tu perds une barre de vie. Ça c'est lié au scénario, tout ça, mais pour résumer, c'est que tout ça n'a pas d'importance. À chaque partie, en fait, ça reboot, on s'en fiche en fait. On va revenir plus tard sur l'influence des jeux d'Ueda, mais les 2 jeux sont dans cette démarche, que ce soit Hyper Light ou Solar Ash, de game design par la soustraction en fait. Il y a tout qui a l'os, hein, tout ce qui peut être supprimé est supprimé. Et ça, on peut croire hein, que c'est peut-être ce qui est le plus facile de faire quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui est le plus dur en fait. Il n'y a pas de gras, c'est vraiment l'essentiel. Et quand je parle de ça, au-delà d'Ueda, la plus simple inspiration, c'est peut-être tout simplement Nintendo en fait. Qui est le maître encore en gameplay, il faut l'avouer. Pour chaque monde, hein, il y a une situation différente, pour chaque monde une DA, pour chaque monde une idée, c'est du pur Nintendo. Et quand on passe en Nintendo, il y a beaucoup de jeux en fait qui nous proposent un personnage avec un monde à arpenter, mais pour autant pas d'XP à gagner, pas de capacité à acheter. Nico, quand on en a parlé rapidement, tu m'as sorti un exemple et je t'ai dit mais oui, quelle évidence. Tout à fait. C'est Mario 64. Oui, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté très simple, on l'a dit, progression très balisée, un niveau, un boss, le boss qu'on doit tuer 3 fois qu'on doit abattre à 3 reprises pour l'achever. Ouais. Si tu prends un peu de recul, un peu macro, de façon structurelle, Damien l'évoquait aussi quand on discute en mangeant, et lui parlait vachement de Passless. Évidemment que le pont peut se réaliser avec Passless sur cet aspect flow, glissade, mais en termes de game design, de structure, finalement on peut remonter bien plus loin. Il y a énormément de jeux qui peuvent coller à ça. Tu as parlé de Tony Hawk qui collait les 2 flows là pour le coup, avec un petit monde ouvert, avec tes petits objectifs et puis ton truc final, mais tu remontes, bah oui, mais c'est la base, c'est Mario 64, évidemment que c'est ça. On a parlé des jeux d'Ueda, c'est un petit peu le cas aussi. Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian, tu as un personnage, une situation qui va pas forcément évoluer, tu as toujours le même enchaînement, le même coup, les mêmes capacités, tout le jeu. En fait, il y a aussi là-dedans en fait qu'il faut chercher l'inspiration. Alors on va passer à un autre point, des points en fait qui semblent éloigner Solar Ash et Hyper Light, mais qui en fait les rapprochent, c'est la narration. Alors, pour rappel, on est sur la méthode de Preston, hein, comment faire pareil mais différemment. Dans Solar Ash, ça parle pas mal. Il y a aussi quand même de la lecture hein, dans Solar Ash, mais surtout ce qui est important, je crois, c'est qu'on comprend pas grand-chose. Au début, on est noyé sous les mots, on est noyé sous les termes volontairement complexes et inhabituels. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de Voider, comment dire Void Runner. Void Runner. Et encore, celui-là, c'est le plus compréhensible. Oui. T'as vraiment beaucoup de mots, beaucoup de termes. On est un petit peu... Dès le premier carton, je crois qu'ils t'enchaînent les 4 ou 5 termes justement qu'ils ont créés pour l'occasion. Et justement, ça te rajoute une surcouche de complexité, mais qui est complètement volontaire en fait, quoi. Exactement. Et dans Hyper Light, c'est le parfait contraire. On était dans un silence total. On n'était pas un mot prononcé, pas un mot lu. En fait, c'est 2 approches de la narration, mais un seul résultat. Dans les 2 cas, en fait, on est totalement perdu. On est face à 2 formes d'altérité qui sont opposées, mais la finalité est similaire. T'es là avec ta manette et en fait, tu sais pas où t'habites. En gros, ce que je te dis, c'est qu'il y a 2 manières de te perdre. C'est soit on ne dit rien, soit on te dit trop de trucs, quoi. mais c'est exactement pareil. Si vous êtes perdu et qu'on te dit pas la route, tu sais pas où tu vas. Et si je te dis, attends, tu vas aller là-bas, et là je te mitraille, je te dis, tu tournes là, tac, 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 tu seras peu perdu aussi. Bon, un petit mot hein, sur le contexte scénaristique, comme on est en train de parler de narration. Dans Solar Ash, on arrive juste avant l'apocalypse. Même si, attention, hein, on va pas trop spoiler, mais attention, c'est pas exactement ça. Et dans Hyper Light, tu arrives juste après l'apocalypse. Donc dans les 2 cas, c'est 2 mondes désolés à arpenter. Et même si les contextes sont aux 2 extrémités d'un même événement, cet événement c'est la fin du monde dans un futur non daté, non situé. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on est encore dans c'est la même chose, mais c'est différent. Un c'est juste avant, l'autre c'est juste après. Mais le truc qui rapproche les 2 œuvres, mais différemment, ce sont surtout, je trouve, les hommages et références. Alors l'inspiration la plus évidente hein, pour Hyper Light, c'est Dark Souls. Hein. Tout dans sa narration environnementale pioche dans les Souls, seule l'observation paye, et c'est en étant attentif qu'on va apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Bon, je vais pas vous faire le laïus hein, de la narration environnementale Made in Dark Souls, on connaît la chanson. Dans Solar Ash, c'est un peu moins évident, mais l'affiliation, elle se trouve aussi en fait dans la narration. En fait, c'est dans la lecture d'objets qui sont bien cachés, et c'est dans ces objets en fait qu'on va trouver les informations, au contraire de Hyper Light. Mais en fait, c'est pas tout. Ça va un petit peu plus loin. Dans Solar Ash, il y a aussi plusieurs petites quêtes annexes liées à des personnages secondaires, un personnage secondaire par monde. Et pour accomplir ces quêtes, en fait, il n'y a pas d'objets à récolter. Il faut trouver des objets, mais c'est des informations que les objets
nous apporte qui est important. En réalité, en fait, il faut récolter l'information et il ne faut pas récolter l'objet. L'acte de prendre l'objet, en fait, il n'existe pas. En revanche, on va bien archiver les informations dans notre menu. Ça, c'est quelque chose qui existe. Vous pouvez appuyer sur Start, aller sur le petit icône du personnage avec sa quête annexe et on va voir qu'il nous manque des informations. Mais il n'y a pas de menu où on va récolter des objets, on va pas physiquement le prendre. On récolte l'information et pas l'objet. C'est une nuance qui est assez importante parce que je trouve qu'elle souligne le lien avec les Souls, car c'est bien dans la série des Souls des FromSo qui nous ont montré que c'était l'expérience l'important et que ce qui importe c'est ce qu'on vit et pas finalement ce qu'on glane. Et dans Solar H, on glane pas d'expérience et c'est vraiment l'information qu'on va... Oui, mais c'est vrai que ça pourra frustrer des joueurs, mais t'as certaines quêtes qui sont un peu de longue haleine et à la fin, t'es pas plus avancé parce qu'on te donne rien, mais t'as rien à qui lui savoir, hein. C'est ça qui est important. C'est exactement ça, c'est le savoir. Dernier mot sur les Souls, hein, on va parler de leur conclusion, hein. La fin des Souls dans leur forme résonne pas mal je trouve avec la fin de Solar H, mais on va pas trop en dire. Une chose néanmoins, la fin de Solar H explique dans sa diégèse la répétitivité, c'est dur à dire, d'un jeu vidéo, mais aussi la place et le rôle du joueur, ça en fait pas des caisses, c'est présent, je trouve ça plutôt bien fait. Hélas, on peut pas trop en parler, on en a longuement parlé tous les deux, mais ça existe et c'est intéressant en tout cas de s'y pencher. En tout cas, on n'est pas complètement d'accord tous les deux, mais on ne peut pas en dire plus. On peut pas en dire plus, hélas. Mais en tout cas, si on en parle, c'est que c'est intéressant. Et du coup, n'en parlons pas. Il y a aussi en fait de nombreux rapprochements à faire entre les jeux de Preston dans les thématiques, mais on va pas tout lister rapidement. Il y a la thématique de la technologie dans un futur post-apocalyptique, une technologie en fait qui est très avancée, mais finalement très désuète. Dans Solar H et Hyperlight, c'est le cas. En fait, visuellement, ils ont un petit peu la même tête, mais surtout, ce qui est important, c'est que tu vois que dans ces mondes-là, ils ont une techno de fou, mais en fait, ça s'est fait dépasser et que tout ça, en fait, a peut-être contribué à l'écroulement. C'est souligné, c'est évanescent, mais ça existe, c'est intéressant et c'est dans les deux jeux. Il y a aussi cette espèce de mélasse noire, en fait, hein, c'est assez classique dans le jeu vidéo. Un truc qui est rigolo, c'est que dans Hyperlight, cette menace, c'est une menace, alors que dans Solar H, c'est pas vraiment une contrainte, c'est une matière noire qui nous aide à escalader. Et en fait, en jouant, on remarque que c'est finalement pas nocif. Et en parlant de cette mélace noire, il y a aussi toute la symbolique de la maladie qui est centrale dans les jeux de Alex Preston. C'est un sujet fondamental pour lui parce qu'il a une condition au cœur, hein, il s'est fait opérer de nombreuses fois là-dessus. Mais là, sans spoiler, c'est impossible d'en parler. C'est très important dans Hyperlight et il y a vraiment de nombreuses symboliques à y voir dans Solar H, notamment avec des symboliques. Bref, je fais des signes à coucou. Néanmoins, le traitement, en fait, il est différent dans les deux jeux, mais bien présent. Donc, en fait, ça colle avec la thématique. Ça, c'est cool. Enfin, on va terminer avec l'hommage qu'on peut pas rater, l'hommage au gigantisme. Alors, l'évidence, c'est Evangelion, hein, que ce soit dans Hyperlight ou Solar H. À la différence que dans Hyperlight, en fait, les géants sont des vestiges. Dans Solar H, on combat ces géants. Même si, Nico, je crois que ces combats, tu n'as pas trouvé ça super impressionnant. En fait. Oui, alors c'est vrai que ça veut reprendre un petit peu la dynamique de Shadow of the Colossus avec le petit face au géant, mais c'est vrai que j'ai eu moins de sensations que j'ai pu en expérimenter dans Shadow of the Colossus. Je trouve que ça fonctionnait peut-être un petit peu moins. Mais c'est marrant que tu parles de vestiges, parce qu'il s'appelle les vestiges aussi dans Solar H. C'est beau. Mais bon, tu viens de l'invoquer, Nico, immanquablement, on passe à Shadow of the Colossus, et plus généralement, Ueda, quand on joue au jeu de Preston, il y a des géants, des grandes constructions en ruine, un game design par la soustraction et des mondes dévastés. Je pense que là, on est pas mal. Et comme dans les jeux d'Ueda, il y a moyen de recouper les univers, de trouver des liens entre les jeux, mais c'est jamais surligné, en fait. Ueda nous fait comprendre que c'est pas si important. Entre Hyperlight et Solar H, c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a vraiment moyen de diguer, il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de choses très rigolotes, mais comme dans Ueda, on connaît les bails à la fin des jeux. Oui, mais c'est vrai qu'on s'en fiche un peu, c'est ce que tu dis, quoi. On peut s'imaginer une chronologie, des liens entre les épisodes et tout, mais c'est pas forcément important. Est-ce qu'il peut peut-être dire qu'il y a des liens entre les jeux qui sont par le clin d'œil, par des filiations, mais en fait tous les jeux racontent aussi la même chose par des thématiques, et en fait l'unicité qu'il y a dans les jeux d'Ueda, ce que je veux dire, c'est qu'elle existe dans le diptyque de Preston, et on va voir si c'est le cas plus tard, mais voilà, c'est là-dessus que je voulais faire des liens. Et c'est marrant parce que les deux créateurs utilisent justement les mêmes ficelles, hein, tu l'as dit, ils jouent sur les mêmes cordes, mais pour des résultats en termes de feeling qui n'ont rien à voir en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est clair. J'ai terminé, Nico, c'est officiel, c'est ma dernière tentative non létale pour te faire jouer à Hyperlight. Sinon, il est possible que je passe à une méthode plus douloureuse, c'est-à-dire la méthode mècherie qu'on subit tous les mois depuis avec le jeu Sky. Tous les jours. Et ça fonctionne, car je viens encore de parler de son maudit jeu de calice de Tabarouette.
Donc je pense que c'est une méthode qui fonctionne, hein. On va voir. Non, la balle. Non, mais maintenant est dans que ton camp. j'ai découvert justement son travail et que j'ai adoré son travail, effectivement, je suis encore plus chaud. C'est vrai que Hyper Light, il y a ce côté très un peu un jeu gameplay Super Nintendo dans le feeling un peu Tu vas voir. qui m'intéresse un peu moins peut-être, mais je l'essaierai, c'est sûr et certain. Tu vas voir. Voilà pour Solar A. J'espère que vous nous avez écouté jusque-là, qu'on vous a donné envie de jouer à ce titre et peut-être à son premier jeu, Hyper Light Drifter. Il est l'heure de s'arrêter, de faire une pause quelques secondes. Ça sera pas un gros interlude, ça c'est l'interlude top 3 et je te pique ta fiche parce que c'est sur la tienne. Un interlude top 3, des rattrapages, un peu une thématique de fin d'année. Oui, que tout le monde se pose un petit peu. Hein. Qu'est-ce que j'ai loupé cette année? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel jeu je ne veux pas passer à côté, que je vais devoir refaire quoi qu'il arrive? C'est ça le top 3 des rattrapages. Donc voilà, on est au dernier mois de l'année. Il va falloir qu'on fasse le bilan. Nico, tu vas commencer ton rattrapage par quoi? Par Deathloop, hein, tout bêtement, parce que toi ça a été un gros coup de cœur de l'année. Carrément. Il a gagné quelques prix hier au Game Awards, on en va en reparler. Et c'est un jeu qui m'intrigue. Hein. Alors j'étais un peu sceptique sur le concept, comme tout le monde. Hein. Je voyais moyen où il voulait en venir, mais de ce que j'en ai lu, de ce que tu m'en as dit, oui. ça m'intrigue pas mal. Donc je profiterai des semaines à venir un peu plus calmes pour m'y mettre. Carrément, je te le conseille très chaudement. Moi, alors, mon top 3 des rattrapages, ça va être The Forgotten City, même si je regrette déjà de l'avoir mis dans la liste. Un jeu coup de cœur de toi, Nico. Oui, tu m'as donné envie, mais s'il te plaît. Pourquoi je regrette? Parce qu'on va voir, qu'est-ce que tu vas dire par la suite? Tu vas faire quoi après? Après, ça sera Sable. Et Sable, parce que je l'ai même vendu, je crois, dans une chronique potentielle. Donc, il va falloir que je m'y mette. Alors, il n'y aura peut-être pas de chronique du coup, parce que ça sera un peu périmé. Peut-être. À voir s'il y a quelque chose d'intéressant. En janvier, on fait souvent, comme si on avait fait des podcasts depuis plusieurs années. Mais toi, en janvier. En janvier dernier. En janvier 2020. On a fait quand même pas mal de rattrapages. Donc, ouais, écoute, à voir si le jeu est cool, parce que c'est vrai qu'il a quand même un petit peu déçu au global, et j'ai l'impression qu'on l'a tous déjà un petit peu oublié. Donc, il est temps de me forger mon avis. En tout cas, il a une bande son vraiment trop bien, et ça sera peut-être l'occasion dans un Third Song prochain qui va arriver, un Third Song spécial de l'année où en fait on a mis bout à bout les sons qui nous ont touchés des jeux de l'année, et il y a du Sable, donc il y a déjà une OST qui est stylée. Quelle belle idée. Mon top 2 des rattrapages, c'est SMT5. Ça me fait, alors j'ai envie, mais ça me fait peur. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Le gros, si, mais c'est le gros morcif quoi. C'est Noël. Tu sais que c'est après les fêtes quoi, quand t'as perdu la magie de Noël quoi, tu vois. C'est janvier, c'est le Blue Monday, voilà, je me mets SMT5. C'est le jeu gueule de bois, quoi. Non, je suis chaud, mais j'appréhende un peu, j'avoue. C'est un jeu compliqué, on le sait, exigeant. Mais du JRPG immanquable, le GOTY de notre Ludo, donc il va falloir s'y mettre. C'est mon top 2, et toi, ton top 1, c'est maintenant, s'il te plaît. Allez, petite vanne, parce que ça sera pas Returnal, évidemment, qui est un jeu qu'il faut que je fasse, mais j'ai joué quand même 5-6 heures, donc je peux pas considérer que je vais le rattraper, parce que je vais plus poursuivre ma partie. Mon cœur est brisé. Mais mon numéro 1, c'est Myst. Myst parce que... Ce manque de race. Alors Myst, le jeu bien connu, c'était un peu l'équivalent de Tetris sur Game Boy qu'on avait tous en 3 exemplaires sans savoir pourquoi, avec qui on l'avait joué. On a tous eu Myst sur PC et c'est parti de ces jeux dont j'ai refait le début au moins 800 fois mais que j'ai jamais fini. Et là ils ont refait une version, un remake qui était prévu à la base pour la réalité virtuelle. Et ce remake est sorti sur console, il est notamment dans le Game Pass. Et voilà, et donc ça fait partie de mes objectifs de joueur. Voilà, il faut que je finisse Myst au moins une fois dans ma vie, et donc ça sera mon top 1 rattrapage. Ouais, bon, je t'en veux, hein, évidemment, de pas te mettre plus dans Returnal, même si moi, je suis triste. Néanmoins, Myst, c'est vrai que c'est un haut fait, quoi. Il faut le terminer. Ça fait partie des jeux les plus cultes, et c'est même, je pense, un des jeux les plus connus des non-joueurs. Hein. Ouais, carrément. Et le truc, contrairement à SMT5, je trouve que c'est un bon jeu de Noël. Tu vois, c'est gueule de bois aussi, ça fait mal. Ouais, mais t'es posé, chill, quoi. Ouais, t'es chill, t'es avec ton plaid, si t'as une cheminée, c'est encore mieux. Et mon top 1, moi, c'est No More Heroes 3, parce que moi, j'ai un cœur, et que je suis le seul à pas l'avoir fait, en tout cas à Toulouse. Ludo, je crois qu'il l'a pas fait non Toulouse, plus. Le seul de Toulouse, effectivement. C'était recensé par sondage. Il y a deux pôles, sœur de Toulouse et sœur de Grenoble. En tout cas, je suis sœur de Toulouse, je suis le seul à pas l'avoir fait. On en a parlé longuement dans un épisode EX, entièrement dédié à Suda et à No More Heroes 3. Je l'ai à peine commencé. Franchement, vous m'avez chauffé. Ça a l'air cool, ça a l'air bien. Donc, ça sera vraiment le jeu que je dois rattraper. J'ai un petit truc à faire, moi, en mention. C'est que faut que je fasse Horizon. Et donc, je le dis pour que je me motive. Mais il faut que je fasse le premier Horizon avant le 2. Il faut que je me tienne prêt. Il te reste 2 mois. Ouais, c'est chaud. Et je sais pas toi, mais j'ai un peu envie de faire. Je pense pas que j'ai envie de sortir de cette année, mais j'ai envie de faire un truc qui est hors du temps, tu vois. J'ai un truc ou rétro ou machin. Je sais pas, j'ai envie de passer à autre chose, un peu de couper ce cycle. Tu vois, il y a eu les Game Awards, et puis on va en parler tout de suite, mais je sais pas, j'ai envie de. Stop à la technologie, stop à l'évolution. Je sais pas, j'ai envie de refaire FF8. Ah!
Tu vois. oui, tiens, pour changer. Ouais, du 7. Tu vas prendre la suite. J'ai un petit feeling aussi, moi, c'est Symphony of the Night que je n'ai jamais fait. J'ai fait tous les Metroid, enfin les Castlevania post Symphony of the Night, mais j'ai pas fait Symphony of the Night. Mais tu vois, c'est ça. Il y a un même truc. Retour aux sources, les valeurs sûres. Il faut revenir. Pourquoi? Alors tu vois, ça, j'ai pas la bonne fiche, normalement. C'est l'heure de parler des Game Awards. On parle de sortir de l'année, mais avant de sortir de l'année, il va falloir faire le bilan, se poser calmement pour parler des Game Awards, la grande cérémonie qui a eu lieu hier soir dans la nuit pour nous. Alors moi, je viens de finir de la regarder il y a 39 minutes, donc on a commencé à enregistrer. Je venais juste de voir qui était le GOTY. Toi, tu as veillé, tu l'as joué à la vraie, comme on dit, en situation réelle. Si t'es chaud, ce que je te propose, c'est qu'on va faire ça en 3 temps. On va parler du palmarès rapidement. On va pas forcément tout dire, mais on va en dire une grande partie parce que peut-être que vous êtes intéressé de savoir qui a gagné quoi. On va rapidement dire si on a un truc à dire à chaque fois. Une seconde partie, on va parler un petit peu du show. Qu'est-ce qu'on a pensé globalement de la cérémonie, qu'est-ce qu'il en est, et des jeux qui nous ont plus ou moins marqué. Alors évidemment, des annonces, tout ça ne sera absolument pas exhaustif. C'est à travers notre prisme à nous. On commence par le palmarès. Je vais y aller crescendo dans l'ordre de la cérémonie. Le jeu de l'année, ça a été Kena. Tu trouves ça jeu de l'année. Ça essaie de gruger le palmarès. Jeu de l'année, jeu indé. Jeu indé Kena, écoute, oui. Est-ce que bravo. Non, mais t'as pas spécialement de trucs. C'est cool de soutenir l'équipe parce que c'est leur premier jeu et ils ont quand même fait un très très bon jeu, même si j'ai des réserves. Et c'est cool de les récompenser. Carrément, meilleure performance donc d'acteur. Alors là, c'est Maggie Robertson pour RE8 et Lady Dimitrescu. Alors, est-ce que tu trouves ça légitime ou pas? Moi, j'ai trouvé son discours très joli. Oui, elle était émue, c'était cool, hein, mais alors j'avoue. Le mec est un robot. Oui, bon, c'était 4h du mat. Elle a dit, ça a changé ma vie, ce rôle elle était ultra émue et tout, et le mec vient de balancer. Ok, vu quoi. Non, mais j'ai juste une réserve. Alors, il y a beaucoup de nommés que je n'ai pas fait, notamment les 2 personnages de Deathloop. Mais est-ce qu'elle a pas gagné plus par la hype? Parce que Dimitrescu, elle a pas un rôle non plus gigantesque. Le perso est attachant par son visuel, sa direction artistique qui est un peu qui change des canons qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que le rôle m'a transcendé? Moi, pas tellement. Je sais pas si pas tellement non plus. Même la performance en elle-même, c'est vrai que en nombre de lignes, je suis pas sûr que ça soit un grand rôle. Les 2 personnages principaux de Deathloop sont beaucoup plus prégnants. C'était quelque chose qui était beaucoup plus, engageant. Ouais, je pense qu'ils auraient peut-être un peu mérité. Moi, juste son discours, je l'ai trouvé assez mignon. Jeu action de l'année, Returnal. Ça, c'était pour toi. J'ai pensé à toi. C'est pas dommage. La meilleure direction artistique, Deathloop. Trop cool. Ouais. Alors, c'est vrai qu'Arkane mérite ce prix à chacun de ses jeux. On sait que ça fait partie de leur grande force avec Sébastien Mitton, qui est le boss là-dessus. Mais c'est marrant que ce soit Deathloop, je trouve qu'il gagne là où il y avait, je trouve, de la concurrence. Carrément, mais là, c'était vraiment mérité, je trouve. Le choix des joueurs, Halo Infinite, on le dit juste rapidement l'année dernière, donc c'est un truc qui est à part. Le choix des joueurs, c'est un vote qui est en plusieurs rounds. Et là, c'est Halo Infinite qui n'est pas dans les jeux nommés parce qu'il est sorti trop tard, mais il était dans le choix des joueurs. Voilà, les États-Unis ont parlé. Oui, voilà, ils avaient voté pour le jeu avant même qu'il sorte, donc ça a ce côté un petit peu fanboy. RPG de l'année, Tales of Arise. Pas de surprise. Pas de surprise. La musique, donc l'OST, tout ça, c'est ni réplicante. Bon, je suis un peu déçu. Moi. Oui, parce que après, elle est révérée depuis des années. Et il mérite, mais c'est quand même un remake. Oui, mais c'est vraie réorchestration. Ouais, mais bon, ça aurait été cool de mettre en valeur une autre OST, parce que Nier, tout le monde sait que c'est une OST de ouf. Quoi. Jeu multi de l'année, It Takes Two, et là, premier clin d'œil de Jeff Keighley vers son copain Joseph Fares. Voilà, j'en dis pas plus si vous savez pas. Le jeu mobile de l'année, Genshin Impact, tout ça pour dire que c'est pas un jeu qui est sorti cette année, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est toujours actif. Oui, mais quand même, un jeu mobile. Oui, parce que tu nous en avais parlé en fin d'année dernière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jeff. Narratif de l'année, je suis très content. Les Gardiens de la Galaxie, franchement, c'est mérité, c'est vraiment mérité. Et on sent, je trouve qu'on sent une équipe soudée. C'est quoi cette tête que tu me fais? Genre, je dis de la connerie. Non, pas du tout. Mais on sent que, il y a une vraie passion dans cette équipe. Mais grave, mais vraiment, moi je trouve que c'était mérité. Et tu vois, j'ai toujours peur en fait de ces jeux grandes licences qui, par leur taille, on va pas leur donner, tu lui donnes pas à eux, tu vas plutôt donner aux plus méritants, aux moins méritants. Mais non, la Gardienne de la Galaxie, c'était mérité, je suis très très content. L'action-aventure, c'est pour ça que je me marie en fait.
parce que j'ai vu déjà Action Aventure, donc c'est Metroid Dread, on s'en fout, Metroid Dread, je trouve que c'est pas mérité, mais c'est surtout que c'est Paul George qui l'a amené. Il était là avec ses petites converses taille basse là. Petit costard et tout, polo, et il faut gagner des matchs polo voilà, d'aller au Game Awards. À la place d'aller au Game Awards, c'est pour ça que je me marrais. C'est un joueur de basket, pour ceux qui ne savent pas. Pardon, le meilleur suivi FF14, c'est pas du tout étonnant. L'innovation, accessibilité, Forza Horizon 5, néanmoins, ce que je veux dire, c'est que tous les jeux AAA automatisent tout ça, et c'est une très très bonne chose. Forza Horizon 5 l'a fait très très bien, mais c'est de plus en plus. Déjà l'année dernière, les Assassins, les Last of Us, ils font des bonnes choses. Et ça, c'est très très cool. Je me permets juste une petite pique. C'est vrai que j'ai vu plein de gens, et je trouve à raison, dire que, par exemple, le prix du compositeur était expédié. C'est quand il fait des fois, il fait des runs de récompenses. Il en a fait, plusieurs. Ouais, sans mettre ça en scène, sans mettre ça en valeur, et il expédie un peu le truc. Et je comprends que ça énerve, que les compositeurs soient pas plus mis en avant. Je suis d'accord. Mais il y a quand même un prix de l'accessibilité qui est mis en scène, qui a son moment de gloire, qui est avec des présentateurs et tout. Et je trouve que c'est cool de souligner quand un truc est pas bien, mais c'est cool aussi de souligner quand un truc est bien aussi. Donc c'est un peu ça, c'est cool qu'il ait mis en valeur. Exactement. Je sais pas si j'étais clair, mais si, t'as été très clair. Game Direction, donc c'est un peu prix du jury, je pense. Ouais, il est un peu bizarre ce prix. En fait, c'était nul. Je pense, c'est un peu coup de cœur du jury, quoi. Ouais, c'était caméra d'or. T'es pas prix du jury. Il te plaît pas celui-là. C'est Deathloop qui a pas mal raflé finalement. Ouais, et ça faisait plaisir de voir leur joie. Donc c'était Dingo et Dinga, pardon. Qui était très très ému. Et Sébastien Mitton, les deux, avec leur accent en français coupé au couteau. Ça fait plaisir. Le jeu de familial It Takes Two, donc deuxième prix. T'inquiète. Jeu de baston Guilty Gear Strive. Je le dis parce que c'est important, un jeu de baston. Il avait peu de concurrence cette année. Jeu de stratégie. Yeah. Age of Empires. Le jeu VR, c'est RE4 VR. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait de la concurrence, c'est ça ? Il y avait quand même Lone Echo 2, je crois, qui s'appelle comme ça, le jeu de Radiant Down, qui apparemment est super et profite grave de la VR, quoi. Et je trouve ça dommage de récompenser RE4, qui est quand même un rip-off d'un jeu qui a 20 piges, quoi. Ouais, mais on n'y a pas joué. Et moi, je connais des gens. Je connais des gens. Un aussi, certain je connais des gens. Patrick Helio, tu le connais aussi, et qui écrit des livres en ce moment sur des Resident Evil. Et il m'a dit que c'était quelque chose, quoi. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Donc, ça m'a l'air mérité. Et avant de passer au GOTY, le jeu le plus attendu est Elden Ring. Pour la deuxième année consécutive, ce qui est assez rigolo. Parce qu'ils attendent beaucoup. Et le GOTY, c'est It Takes Two. Donc, moi, je me suis trompé. J'ai toujours voulu que ça soit It Takes Two, et j'ai toujours dit et réécoutez. C'est juste que je pensais pas qu'il avait les épaules, et je pensais pas que il allait être célébré alors qu'il le mérite. On parlait d'un geste fort de l'industrie quand les Game Awards récompensent leur GOTY, et là je pense que c'est un message fort envoyé. Et c'est mon GOTY aussi, donc j'en suis ravi. Et bravo. On a vu Joseph qui a fait le show comme d'hab à la fin. Il a été d'une sobriété, on sent qu'il était très très content, mais on pensait tous qu'il allait chier sur Take-Two parce qu'il y a cet imbroglio juridique qui est en cours. Mais ça fait plaisir à voir, et c'est une personnalité de l'industrie super attachante. Même si sur l'Ambourglio, c'est vrai que ça a fait un peu du remue-ménage en ce moment, mais ça fait 1 an qu'ils sont en bisbille là-dessus. C'est un peu plus compliqué que ça. Il n'est pas question en fait de retirer le nom It Takes Two à It Takes Two. C'est plus que Activision en fait, il verrouille Take-Two, il verrouille tout ce qui est expression potentielle autour de Take-Two pour que si un jour ils veulent faire un truc qui soit plus ou moins ressemblant à It Takes Two, ils puissent le faire. Oui, mais ça reste du zèle juridique dégueulasse, et bien sûr, ils empêchent en fait Ezlight de déposer le nom de leur jeu, quoi. Donc, exactement. On va passer maintenant à la cérémonie. On va parler au global, sans pourtant s'arrêter. Petit pré-show de 30 minutes, trop rien à dire. Néanmoins, il y a eu un petit trailer de Tunic, ça m'a fait plaisir. C'est vrai. Qui a trouvé sa date au 16 mars. 16 mars aussi, et un second trailer de Planet of Lana, moi qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Ouais, il fait partie des jeux indés qu'on attend fort. 2022, donc enfin, c'était cool. Toi, comme t'étais au réel, je te pose la question, tu sentais la fatigue, ça t'a tenu quand même en haleine ? Ouais, non, après show assez dynamique, qui enchaînait pas mal, donc c'était plutôt cool. Ça m'a pas endormi en tout cas. Donc une cérémonie qui s'est tenue à Los Angeles au Microsoft Theater, avec une ouverture avec Sting, qui a chanté une chanson de la série Arcane tirée de League of Legends. Donc gros spectacle, cérémonie en présentiel avec du public, une scénographie de ouf, une scène, franchement c'était magnifique. Le vrai show à l'américaine, tel qu'on l'attend, tel qu'on le voit à droite à gauche aux Oscars ou autre, et commence avec Sting sur en plus un son qui est plutôt cool. Alors on est encore les deux seuls connards à pas avoir vu Arcade, mais c'était quand même une entrée en matière. Tu es le seul connard, moi j'ai commencé à regarder déjà. Merde, pardon, désolé, j'ai voulu te mettre avec moi.
C'est moi le seul connard. Voilà. Mais du coup, une entrée en matière, waouh, déjà, très chouette. Ça, envoyé. Première prise de parole de Jeff Keighley, c'est une prise de parole qui est politique, où il va dire qu'il faut que cette... Alors, on faut en parler. Est-ce que elle a été plate? Est-ce qu'il a fait trop de généralités? Néanmoins, moi, ce que je pense, c'est qu'il en a parlé. Il n'a pas pointé du doigt Activision. Néanmoins, ils sont dans l'œil de la cible. Est-ce qu'il a généralisé parce qu'il sait très bien que c'est un problème qui est global et qu'il a voulu en fait pousser la cérémonie des Game Awards par son porte-voix en disant il faut prendre tous nos responsabilités et faire de cette industrie quelque chose qui est mieux, en fait, plus sain. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prise de parole? Sans vouloir spécialement défendre Jeff Keighley, qui est pas mon ami, mais il y a beaucoup de gens qui ont reproché en amont en disant il a dit qu'il allait rien dire, c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Il commence par ça, c'est les premiers mots qu'il dit. Donc même si effectivement ça reste vague et qu'il pointe pas quelqu'un du doigt spécifiquement, c'est les premiers mots qu'il a prononcés et il a abordé le sujet. Donc on peut quand même lui rendre ça. Oui. Même si j'ai vu même Schreier, tu vois, qui a dit ouais, je m'attendais à ce qu'il soit un gros truc, un pétard mouillé en fait là-dessus. Mais bon, il y a quand même, tu vois, c'est pas un journaliste non plus qui est là pour dénoncer. Les journalistes font leur travail, ils le font très bien, c'est cool. Lui, il a quand même des problématiques en termes de business, de contrat, et il peut pas non plus se fâcher avec ces gens-là parce que ça fait partie de son business. Enfin, donc oui, c'était compliqué aussi, je pense, pour lui de pointer spécifiquement du doigt quelqu'un. On dit que c'est un problème systémique, donc pointons là aussi l'industrie, pas forcément qu'un acteur. Alors effectivement, c'était pas la dénonciation la plus forte et la plus impactante qu'on ait pu connaître, mais on peut quand même au moins lui accorder le crédit de l'avoir fait et d'avoir démarré le show là-dessus, quoi. Je suis entièrement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir la prise de position, de dimension politique en fait de l'événement qui commence par ça. Ça peut nous faire penser aux Oscars, aux Césars. C'est aussi dans ces événements-là en fait que souvent l'industrie va un petit peu se révolter, va porter une voix, va dire là ça va pas, ça va pas, ça va pas. Là c'est Jeff Keighley qui l'a fait. Néanmoins, on pourrait aussi souligner que les autres intervenants pendant la cérémonie, aucun membre n'a spécialement parlé, ce qui est différent des Césars, des Oscars, où en fait les gens qui vont qui vont amener les prix prennent le micro et souvent font des choses, des surprises. Là, c'est souvent les intervenants que vient justement ce genre de revendication, et là il y en a pas un qui a moufté spécialement. On peut au moins reconnaître ça à Jeff Keighley, c'est-à-dire que des gens de l'industrie, des gens qui ont gagné des prix et qui sont les premiers concernés, personne n'a pris la parole, le seul qui l'a fait, c'est au moins lui. On n'est pas son pote, mais le seul qui l'a fait, c'est lui. Ça c'est intéressant, c'est la dimension politique, c'est aussi une avancée peut-être dans la maturité aussi du média. On a ce genre d'événements qui parlent de politique. Enchaînement absolument génial avec une transition où vraiment il y a eu des ponts entre les médias, où en fait on a commencé la cérémonie avec Sting sur un son d'une série Netflix. Il y a eu des reveals de films, Sonic 2. Je pense que c'est important d'en parler quand même. Non, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le trailer était trop bien, vite fait. Jim Carrey quand même. Jim Carrey est mort de rire, quoi. Le mec, il fait le show comme d'hab. Enfin, moi j'étais déçu qu'il soit pas là, parce qu'il avait été annoncé comme étant là comme Keanu, qui était pas là en fait. Donc des prises de parole par vidéo interposée, c'est toujours un petit peu décevant. Quand tu fais ça aux Oscars, franchement, c'est la honte. Oui, mais là, c'est les reliquats de la situation. Exactement. Mais Jim Carrey, un iPhone, ça lui suffit, quoi. Enfin, c'était vraiment excellent. Même l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui donne la voix à Sonic en anglais, a fait le taf. Il a fait des bonnes blagues et tout. Le Jean Ralphio de Park and Rec, qui est trop bien. Exactement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que les Game Awards, il y a maintenant des stars hollywoodiennes qui viennent. On parle de cinéma, on parle de séries, mais c'est pas 100% gratos. Il y a toujours une toute petite filiation. On a vu Coco, donc notre ami Kojima, qui évidemment n'était pas là pour parler de jeux vidéo, mais qui a introduit son ami pour son nouveau film de Guillermo del Toro. Ouais. C'est vrai que j'entends des gens qui disent ils vont chercher du cinéma parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la légitimité, que le jeu vidéo ne suffit pas. En gros, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est que ça fait partie du show. Ça fait partie aussi, tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on défend avec Third, où on a fait des livres de jeux vidéo à la base, mais on a ouvert le prisme parce que nous aussi, on s'intéresse à d'autres choses, au ciné, à la série, etc. Et c'est quand même, tu l'as dit, des choses qui sont quand même connexes et liées d'une manière ou d'une autre. Enfin, je trouve pas sale, tu vois, de faire intervenir un peu l'extérieur aussi, tu vois. C'est rajouter aussi du glamour. On sait que dans le jeu vidéo... C'est du prestige. Ouais, et les devs, ça commence à émerger un peu, mais on n'est pas encore à vendre du glamour sur les personnalités. Il y en a qui surnagent, mais c'est pas encore le cas. On a vu des mecs, dès qu'ils recevaient un prix, ils savaient plus aligner 3 mots, ils étaient super stressés.
Non, mais c'est hyper important. Ce prestige, ces paillettes, on pourrait dire, ah ben non, mais nous, on veut voir les stars du jeu vidéo. Déjà, elles sont là. Il y a eu beaucoup de gens du milieu qui étaient là. Les gens qui ont donné les prix étaient souvent en connexion, à part Paul George, hein, je sais pas ce qu'il foutait là. Lui, de toute façon, Los Angeles, il s'est dit, bon, c'est à côté de chez WAM. c'est vrai, c'était juste... Il jouait hier ou pas? Non, bah, je pense pas qu'il aurait loupé. Non, mais si, lui, il est capable de tout, lui. Bref, ce que je veux dire, c'est que les gens comme nous qui s'intéressons vraiment assidûment à l'actualité, que ça nous intéresse, en market, on appelle ça une cible primaire. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on est acquis. Ce qui est important, et pour en fait faire résonner le jeu vidéo et les jeux et tout ça, c'est qu'il va falloir en fait attirer l'attention. Et il faut, tu vois, quand Sting il est là et qu'il fait une ouverture de show de dingue, c'est comme ça que ça fonctionne. Et même ça fait plaisir aux joueurs aussi. On n'est pas une espèce à part, tu vois. Oui. Rappelez-vous, j'ai encore cet exemple de Forza, je crois que c'est l'année où on était à l'E3, où en fait il y avait vraiment ils avaient dévoilé une McLaren. Alors, tout le monde avait dit mais c'est ridicule, qu'est-ce qu'on se fiche d'avoir une voiture de luxe sur la scène, mais enfin faut juste ouvrir un petit peu les yeux en se disant enfin le monde de l'automobile c'est pas rien. Si on va attirer en fait les spotlights de toute la presse auto sur le monde du jeu vidéo, ben ça en fait ça fait de l'ouverture, ça va intéresser. Oui, puis parler de bagnole quand tu parles de Forza, c'est pas non plus comme si tu faisais un grand écart ahurissant. C'est pas déconnant. Mais faut se méfier parce qu'à vouloir jouer un peu trop le côté snob, on se retrouve avec les Molières, avec une cérémonie que personne regarde et qui se fait chier. On en serait heureux de ça, des Molières, enfin l'équivalent, je suis pas sûr non plus. Un truc qui était assez attrayant aussi et qui parle en fait de ces ponts entre les médias, c'est les concerts. Ça fait plusieurs années, il a fait ça quasiment Day One. Là, il y a eu plusieurs concerts avec des medleys sur les jeux nommés en tant que GOTY. Il y a eu du Horizon 2. Franchement, c'était très cool et ça fait du show, quoi. Enfin, je pense qu'on a tous apprécié. Et pour le coup, justement, certains reprochaient que les compositeurs n'étaient pas mis en avant. Il y a quand même eu ces medleys là. On a eu Darren Korb sur scène qui a joué avec Imagine Dragons et tout. C'était cool, quoi. Non, franchement, c'était stylé. C'était un peu moins marquant ces concerts que des années précédentes où vraiment j'ai eu à chaque fois. Peut-être des jeux qui te tenaient à cœur, quoi, genre Red Dead 2. Là. Ouais, mais il y a eu Red Dead 2, Death Stranding. Il y a eu vraiment des moments ultra forts. Là, un petit peu moins, mais comme tu dis, je pense que c'est purement personnel parce que ça me touchait moins. Un petit mot justement sur ces stars du jeu vidéo qui venaient donner les prix. J'ai trouvé ça quasiment 100% du temps bien joué et assez drôle. Ils étaient à l'aise et c'était pas gênant. Enfin, en tout cas, les Oscars, ça se passe souvent bien. Les Césars, ça se passe souvent moins bien. C'est souvent très écrit. Ils font des blagues éclatées en l'air. Et là, ça allait. Je trouve que c'était pas... Oui, après, je pense que ça dépend de chacun. Si t'es réceptif à l'humour, moi, j'ai trouvé ça plutôt correct. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils étaient... ils n'avaient pas un balai, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà pour le show. Au global, j'ai un truc à dire, tu me diras si tu veux ajouter quelque chose, c'est que là on va rentrer un peu plus dans les acteurs et dans les jeux. Ils étaient où les constructeurs Sony, Microsoft et Nintendo. Enfin là on a beaucoup parlé, enfin on va le voir. Que ça a été une édition et même en termes d'annonces ou de récompenses où les trois constructeurs n'ont pas été très très présents. Mais je me rappelle de Game Awards où il y avait les trois boss de chaque division américaine qui étaient présents main dans la main. Ça a fait une très belle photo. C'était de la com, c'était chouette. Mais c'était de la présence constructeur, c'est-à-dire qu'il y avait un représentant de Nintendo, de Sony, de Microsoft. Là, il y a eu Reggie. Oui, c'est marrant, c'est le boss de Nintendo, mais celui qui est à la retraite. Mais celui qui n'est... Mais ouais, moi, on va rentrer dans le listing des jeux qui nous ont marqués, mais je pense qu'il y avait rien de volontaire où il n'y a pas de message, c'est juste un côté, il n'y avait pas forcément l'actu pour, quoi. C'est un constat auquel on peut tirer, je pense, de nombreuses conclusions. Chacun, aujourd'hui, à ces événements, que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, ils ont leur event avec leur reveal, etc. etc. Et ils ont peut-être... d'autres chafouets. Voilà. Mais autant on a vu dans le public, et même Doug Bowser est monté sur scène pour Metroid Dread, on a vu qu'il y avait Phil Spencer dans le public. J'ai pas vu Jim Ryan, ou alors je l'ai loupé. Non, je l'ai pas vu. Je sais pas s'il était présent. Mais certains me diront que je suis mauvaise langue parce que Microsoft a quand même montré Hellblade 2. Donc on va commencer, ça y est, on commence dans les jeux qui nous ont plus ou moins marqués. On a le droit de dire Hellblade 2, grosse branlée, ça y est. Ouais, il y en a eu 2 débranlés, je pense. En tout cas, ça fait partie des 2. Donc ce n'est pas de la cinématique, non, c'est du gameplay. Mais à autant, c'est vrai que je pense sur les visages, on pourra dire, c'est pas forcément le jeu le plus impressionnant qu'on ait vu. C'était moins impressionnant que le premier teaser d'il y a 2 ans. Mais les décors, je pense que ça y est, dans le jeu vidéo, on va pouvoir parler de photographie comme au cinéma. En termes de là, les décors, c'est photoréaliste, c'est magnifique, il y avait une ambiance de ouf. L'ambiance de dingue. Et ce travail, ce qui est excellent, c'est que c'est vraiment la volonté du studio de Ninja Theory de travailler sur le son. Et dès le trailer, ils l'ont montré. Je vais pas dire que
j'ai flippé, mais j'étais pas bien, quoi. Vraiment, t'étais au casque, toi, c'est vrai que t'as Ouais, joué j'étais au casque. LSP à fond. Franchement, c'était vraiment. Quelle entrée en matière. Voilà, le show a commencé par ça. On a enchaîné. Alors, ça va pas être exhaustif évidemment, hein, c'est les jeux qui nous ont marqués. On a enchaîné avec un jeu Star Wars Eclipse, avec à la fin du trailer, ça a commencé avec le logo LucasArts et le trailer se conclut. Rien à dire sur le trailer, c'était de la cinématique, voilà, c'est Star Wars. Ça donne quand même envie. Ça donne sur une période avant l'épisode 1, a priori. Star Wars. Il y a des sables laser. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se termine sur un logo de Quantic Dream et je suis deg. J'aurais aimé ne pas le savoir. Putain, j'allais dire pareil, je suis pas deg que la rumeur était sortie et qu'on était quasiment sûr de ça. Et ça, on va vous en reparler, je pense, dans l'émission de la semaine prochaine, de fin d'année, de tous ces leaks, tous ces trucs qui sont incontrôlables, c'est comme ça. Mais ouais, franchement, je suis deg. J'aurais aimé, t'imagines, là, on va passer au prochain jeu, hein. Mais on se serait arrêté un peu plus longtemps. Déjà, le nouveau jeu Star Wars, on aurait fait waouh, trop bien et tout. Bien sûr. Et en plus, Quantic, on en fait what? Donc c'est pas Quantic Paris, hein, c'est le nouveau studio Quantic Montréal qui va pas forcément faire du jeu extrêmement narratif, on sait pas encore, mais c'est peut-être une ça sera pas a priori la formule Quantic habituelle. Voilà, mais c'est un événement qui nous a marqué. Tu me dis si ça t'intéresse ou pas. Il y a eu un petit trailer du Wonder Woman Monolith. Donc Monolith, pas le Monolith de Damien. Non, Monolith de Damien. Non, le monolithe de Terre du Milieu, machin là. Ouais. Bah c'était une surprise en tout cas, même si c'était un petit teaser. Au global, hein, c'était quand même beaucoup de trailers cinématiques. Il y avait très peu de gameplay, il y en avait un petit peu. Et c'est vrai qu'après que le jeu vidéo a investi le cinéma, on les voit clairement, même ça, c'est toujours été le cas, mais on les voit clairement investir le jeu vidéo avec peut-être un peu plus de sérieux que par le passé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de jeux Marvel qui maintenant sont assez costauds en termes de budget et tout. Là, on voit que d'ici aussi s'y met. T'as envie de dire de la merde? Non, t'as ton œil brillant. Je suis enthousiaste, je t'écoute avec grand enthousiasme. Pas du tout. Non, je suis entièrement d'accord. La suite me ravit, en fait. Ah, d'accord, il y avait un truc, vas-y, c'est quoi la suite? La suite, c'est Alan Wake 2. Ah! Petit trailer, petit reveal de Alan Wake 2, donc annoncé pour 2023, avec Sam Lake qui est sur scène et qui nous annonce très clairement que le précédent jeu était un jeu d'action et que la suite sera un survival horror. Le premier survival horror de Remedy, alors ça a suffi à me chauffer, parce que autant Alan Wake j'ai des réserves et j'en ai déjà parlé, hein, j'ai vu que... Tu sais que j'ai une armée de sympathisants et que nous j'ai vu qu'il y a un front et que nous sommes légion. Nous sommes légion. Mais je ne demande qu'à être surpris. Et bon, ce qui est cool, c'est qu'on disait qu'Alan Wake avait une marge de progression et d'innovation et on pouvait changer la formule. Le peu qu'on a vu, je pense qu'il y a déjà... On n'a rien vu, mais c'est trop bien. Ouais, il y a déjà du changement et qui semble aller dans le bon sens. Petite parenthèse. Alors moi j'aime Sam Lake. J'aime cette personne. Il est super sympathique. Il est sympathique, il est beau, il est tout. Et en fait, alors je vais faire une analogie NBA pour Steph Curry fait du bien au basket et en fait Steph Curry quand il est sur le terrain, quand il joue, la NBA va mieux. Mais Sam Lake quand il est dans l'industrie, ça va mieux. Et en fait, je veux plus de Sam Lake dans le jeu vidéo. Il était là comme ça, il était sur scène et je sais pas, il a un truc dans le visage, il dégage quelque chose. Il a la gueule à Max Payne donc. Déjà le mec, déjà c'est Max Payne. Et en fait, c'est un créateur qui porte un studio, qui porte une vision, qui va sur scène et qui, tu vois un peu ce qu'il incarne. Et en fait, plus de Sam Lake, c'est mieux en fait. Et il fait pas partie de ces créateurs qui après on voit qui ont le melon de ouf, tu vois, en mode je suis Jésus l'artiste. Tu sens qu'il a une bonhomie, qu'il est là pour représenter son équipe et tout. Voilà. Good guy Sam Lake. C'est le Lewis Hamilton du jeu vidéo. C'est comme vous voulez, c'est des gens qui sont trop bien pour nous en fait. On va passer rapidement à FF7 Intergrade, qui ne va pas sur le Game Pass, qui ne va pas chez Microsoft. Sur PC, Epic. Ça aussi, c'était dans les rumeurs quasi avérées. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même une grosse frange de joueurs qui vont pouvoir découvrir le jeu. Donc, welcome, bienvenue. Mais Microsoft, il faut payer là. Je pense que c'est verrouillé par Sony. On va pas se leurrer, hein, toute clair, toi. Moi, je me mais... C'est clairement, oui, là, c'est Sony qui joue des coudes pour retarder au maximum les séances. S'il faut, il y a une clause dans le contrat de Sony qui dit si tu veux sur PC, mais pas chez Microsoft. Mais tu vois, je pense que ça arrivera. Déjà là, ça arrive sur Epic en exclusivité, l'Epic Game Store. Ça arrivera sur Steam et sur Xbox. C'est juste qu'il faudra juste attendre le camp. Je suis triste pour Ken qui a fait FF7 original cette année et qui aurait pu avoir sur son Game Pass la version Intergrade. Ouais. Eh ben non, dommage. Il va falloir passer chez Epic
Après, il y a eu un truc qui s'appelle Slitherhead, c'est le nouveau jeu de Toyama, donc Toyama Keiichiro Toyama, ouais, de- créateur de Silent Hill. et à l'OST, il y a Akira Yamaoka, donc la team se reforme. Hein. la team Silent en partie, il manque Ito, qui n'était pas dans le premier de toute façon, qui se reforme pour Slitherhead. Si tu m'avais pas dit que c'était Toyama, j'en aurais eu rien à... Enfin, Douche froide, moi, j'avoue. Ah ouais. Ça a l'air très très action. Alors, le design des bestioles est pas dégueulasse, mais tu sens que c'est pas un jeu gros budget. De toute façon, c'est un studio indé hein, qu'ils ont fondé. Petite douche froide, ouais. juste, j'en profite pour dire que j'ai l'impression quand même à plusieurs reprises lors de cette cérémonie, il y a eu la mise en avant des créateurs des jeux. Comme quoi, c'est un argument aussi qui est important. Là, le premier truc qu'on a pu lire, c'était Toyama. On a pu voir aussi tout à l'heure le nom de Furukawa quand ils ont présenté Planet of Lana, le compositeur de Last Guardian, qui est aussi le compositeur de Planet of Lana. C'est la mise en avant des créateurs, des compositeurs, des game designers. Franchement, je trouve ça cool et ça devient un argument de vente. Donc, pourquoi pas, tant mieux. On va passer... Alors, là, pareil, hein, je l'ai noté parce que ça sent bon et j'ai rien trop à dire. C'est Somerville. Tu vois ce que c'est là ? Oui, bah ça fait depuis. C'était à l'E3 qu'on l'avait On l'avait découvert. C'est grosse attente Mais aussi. Ça a l'air on- trop bien. Là, rien que ce trailer, alors les quelques premières secondes, j'avais pas encore reconnu et je me suis dit, c'est quoi ce truc, c'est trop bien. C'est un du binôme de Limbo et Inside, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, un ancien de Playdead. Sonic Frontier, la rumeur était vraie. On a eu le trailer du film, on a le trailer du jeu, donc note d'intention. Je suis curieux d'avoir ton avis. Note d'intention, c'est-à-dire que là, c'était absolument pas du gameplay, c'était à bon sens de la CG, ou en tout cas, même dans la forêt, je n'ai pas trouvé ça très très beau. Ouais. Après, c'était assez de la CG. C'est juste pour nous dire que là, ils ont joué à Halo Infinite, ou en tout cas, ils vont s'y mettre. Mais Monde ouvert avec des tours, a priori. je trouve pas que c'est Sonic Infinite, là. C'est vrai, j'avoue, le côté un peu forestier. Mais ce qui est dommage, c'est que... Alors, je sais pas si c'est effectivement de la cinématique, mais si c'était du gameplay, il y avait quand même des plans impressionnants, mais vu que c'est un jeu cross-gen qui en plus va sortir sur Switch, on peut se dire que déjà dans l'ambition, ça rabote un peu nos espérances, quoi. Ouais, à voir. En tout cas, c'est l'année prochaine. Oui, ça arrive plus vite que je le pensais. Mauvaise langue que j'étais, je me suis moqué précédemment d'un jeu qui s'appelle Chia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Jeu français, monsieur. J'avais trouvé ça drôle d'être inspiré d'un pays, tu vois. Et je m'étais grave moqué. Et en fait, c'est Breath of the Wild for Kids, mais ça a l'air trop bien, en fait. Ça a l'air très varié, mais super ambiance. C'est un truc de ouf. Franchement, je m'étais grave moqué. Mais t'es un bâtard, quoi. Mais non, mais là, ça a l'air... Déjà, je dis for Kids. Ça a l'air un petit peu plus pour les kids. Familial, quoi, accessible. Familial, mais ça a l'air tellement riche, ça a l'air tellement varié, ça a l'air tellement bien, franchement. Faut se méfier un peu des jeux qui proposent trop. Ça, c'est moi qui fais la mauvaise langue. Méfiez-vous. J'avalerai mon chapeau, comme on dit. On enchaîne avec encore une fois une certitude, mais là tu vas encore y mettre un soupçon de crainte. C'est Justice League de Rocksteady. Je te le dis, c'est de la balle. Ça va être de la balle, c'est sûr. Après, Rocksteady, évidemment que ça donne confiance et le jeu est super beau. C'est sûr. Mais moi, ces jeux qui sont à la fois solo et multi, c'est déjà très très compliqué de régler un jeu solo ou un jeu multi. Alors faire un jeu qui rend les deux options possibles, tu vois, comme le Gotham Knight, le Gotham, je sais pas comment il s'appelle. Non, Gotham Knight, c'est celui de Eidos Montréal. C'est ça. Où il n'y a pas Batman. Ouais, de Warner Bros. Montréal, pardon. Je suis curieux, mais après, ça a l'air très action. C'est pas forcément ce qui m'excite le plus, mais à voir. Ce podcast est enregistré. On aura des preuves, mais je vous le dis, ça sera de la boule. Un jeu de Square Enix, Forspoken, avec un deuxième trailer. 24 mai, la date est tombée. Alors, où il est, FF16, hein, ceux qui pensaient dans cette rédaction, ça sortira au premier semestre. Ouais, jamais. Je faisais partie de ces gens-là. Jamais de la vie. J'arrive pas à m'enthousiasmer. Alors, j'étais monté dans le train de la hype quand j'avais vu un peu la map, les déplacements, les pouvoirs, mais là, ça m'a un peu refroidi. L'univers, je trouve, je sais pas trop où le placer. Est-ce que c'est de l'heroic fantasy? Est-ce que c'est du futuriste? Il a pas une patte super identifiable. Les visages sont pas terribles. Ouais. Je suis un peu redescendu. On le fera. Curiosité. Mais j'arrive pas à me hype. Un jeu d'une en 4X. Écoute, j'ai envie de dire, c'était l'évidence. Ouais, mais bon, c'est cool. C'est Dune qui a inventé le genre du RTS, donc quelque part, on s'y retrouve. Un jeu français, Asobo, Plague Tale 2. Franchement, c'est pas trop beau. C'est trop beau. Et c'est Game Pass. Je sais pas si on le savait, mais là, il y avait le logo Game Pass sur le carton de fin. Alors déjà, on a adoré le premier épisode. Là, ça a l'air tellement plus ambitieux, tellement plus beau. On a vraiment adoré le premier épisode. Il y a des chances qu'on vous en reparle. Peut-être. En podcast, je ne sais pas. En podcast Peut-être pas.
Au global, j'ai quand même noté qu'il y avait quand même pas mal de vampires zombies. J'arrive même pas à me souvenir du nom des jeux, de pourquoi, du comment. Enfin, alors le zombie, certes, hein, il résiste, il persiste année après année à être une figure de nos jeux vidéo. Le vampire commence à être là aussi bien présent. Alors je les ai déjà effacés de ma mémoire, je ne sais pas. Je sais plus. Au-delà, tu vois, de même Dying Light 2, faut sortir Dying Light 2 maintenant. J'ai l'impression, putain, ça fait 8 ans qu'on en parle. Mais c'est les pauvres vieux là de chez Techland, à un moment, franchement, ils font du bon taf, mais il faut sortir. Mais après, il y a eu vraiment beaucoup de jeux de vampiros chelous. On a pu voir un bout de la série Halo, un trailer du Paramount Plus. Qui c'est qui va récupérer ça chez nous? Ouais, je ne sais pas, mais Paramount Plus, ils sont relous parce qu'ils commencent à produire pas mal de choses et je pense pas qu'ils aient de partenariat en France. Ça sera peut-être sur Netflix, on va savoir. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Faudra voir là s'ils nous ont pas montré juste leur money shot et que le reste va être un peu dégueulasse, mais ça a de la gueule. En tout cas, ça a l'air d'être pris au sérieux, quoi. Carrément. On arrive à la fin de mon listing. Est-ce que toi, tu vas me dire quel était ton gros jeu ou celui qui t'a le plus marqué? Mais en tout cas, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué. Et c'est trop chelou parce que je me suis fait embarquer par le trailer et c'est un jeu que je vais pas aimer, je pense. C'est Ark Riders. Ouais, bah un peu pareil que toi. Je sais pas ce que c'est. Ça, je crois que c'est un jeu multi. Ça a l'air d'être un jeu multi, ça a l'air d'être un jeu qui est pas pour moi, mais le logo est trop beau, le trailer est trop beau, la DA est trop belle. Et le jeu est magnifique. Et c'est quoi ce truc? Enfin, déjà, c'était une belle surprise. Ça a été une mise en scène incroyable d'un trailer trop bien monté. Enfin, vraiment là, c'était en mode vraiment, je suis dans mon canapé, on me propose un truc, je fais ah putain, ça a l'air trop bien, je suis embarqué. Je crois que c'est pas pour moi, mais je suis deg en fait. Ouais, mais au global, on a vu ce petit cap next-gen hein, sur les jeux qui, ça y est, on commence à laisser tomber la cross-gen et on voit qu'il y a eu une hausse dans la qualité des jeux. C'est surtout les décors et l'éclairage, je trouve que presque, j'allais pas en dire, presque dire le moindre jeu est magnifique, mais là on commence à atteindre un niveau assez sérieux, quoi. Ouais. Donc toi, au global, hein, si tu devais retenir quelque chose, il y a Hellblade 2, j'imagine. Ouais. Alors moi, sans vouloir ne pas répondre à la question, c'est plus la première demi-heure qui m'a foutu là un peu dans les Game Awards où ils ont démarré sur les chapeaux de roue, le concert, Hellblade 2, il y a eu Star Wars et tout. J'ai fait waouh, ok, ça m'a mis dans un conditionnement idéal pour la suite. Le reste du show était peut-être un peu moins bien rythmé, mais il y a quand même eu du lourd tout le long qui s'est égrené. Et au global, moi, c'est le show et la conf, le résultat final que je trouve super impressionnant. Enfin, et donc, ça c'est allé jusqu'au bout de la nuit. Malgré tout, tu n'étais pas fatigué parce que tu as lancé la démo qui a été lancée. Enfin, c'était un peu le One More Thing, donc avec Kinyu et Karian qui sont venus pas sur scène. J'étais déçu quand même. Qui ont montré un bout du trailer du film, bon ça c'était un peu moins, et qui ont dit, voilà, alors ça s'appelle Matrix Awakens. Ouais, qui est un peu l'idée qu'avait Abandon, hein, de faire une sorte d'appli qui soit à la fois promo, trailer et partie jouable pour faire justement parler d'un jeu. Alors vas-y, parle-moi, moi je l'ai pas pu le faire, j'ai pas téléchargé encore, parle-moi de ça. En gros, il y a deux séquences, une première qui reprend un peu des moments iconiques de la trilogie Matrix, modélisé Unreal Engine 5, donc très impressionnant. T'as un sort de petit jeu time un peu à la Time Cop, tu vois, c'est très scripté, tu tires sur les pneus pendant une poursuite, c'est très joli mais c'est ultra scripté donc c'est dur à dire que ça, enfin aucun jeu n'aura cette qualité. T'es au contrôle de quoi en fait? T'as un viseur? Ouais, c'est ça, c'est vraiment une sorte de Time Cop mais c'est genre tu dois viser les pneus de voiture et tu passes de l'un à l'autre pneu, tu peux même pas viser toi-même, c'est juste ultra scripté quoi, tu tires sur l'un, bam, tu changes de cible, tu changes de cible, mais c'est quand même très très beau. Et après, tu as une seconde phase où c'est là, tu es en contrôle d'un perso dans une ville ouverte qui est plutôt grande et tu te balades, tu as des points d'intérêt où ils vont te dire, ben là, on a 20 000 voitures qui sont générées par l'intelligence artificielle. Un autre point d'intérêt, là, tu peux basculer sur la nuit, le jour, la nuit, le jour. Tu peux prendre une voiture et te balader. Sérieux? Et c'est comme un mode debug où tu peux sortir du perso et avoir une caméra un peu drone et zoomer, dézoomer, monter en altitude pour observer la ville. En fait, c'est vraiment plus le côté Unreal 5 que Matrix, là, vraiment. C'est le côté démo technique. Et tu peux changer l'orientation du soleil pour voir les ombres bouger. C'est un giga mode photo. Tu vois, un peu avec toutes ces options. Ouais, en plus le côté technique, tu peux passer en mode les nanites, là, ce qu'ils appellent, c'est les triangles qui permettent la modélisation. C'est vraiment une démo technique de dev qu'on te permet d'arpenter. Et c'est ultra beau, c'est ultra impressionnant. C'est juste dommage que le perso a une animation très un peu PS3, tu vois, avec une animation pas terrible. Mais le jeu, en termes d'ampleur, en termes de ligne de vue, en termes de luminosité et tout, waouh, c'est super impressionnant. Et cette expérience, t'as envie d'y retourner ou c'est bon, t'avais fait le tour Alors, je l'ai fait vite parce que c'était 6h du mat, donc j'ai pas poncé le truc. Je vais quand même y retourner pour essayer de voir un peu les points d'intérêt, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses cachées vis-à-vis de Matrix? Est-ce qu'il y a des liens vis-à-vis de la thématique de Matrix? On sait que c'est un remake du 1, une relecture, une revisite. Est-ce qu'il y a des choses à creuser là-dedans? Peut-être à voir, que je l'ai pas encore découvert, c'est possible. Mais c'est pas assez Awaken à 6h du matin. Je pense que
J'ai plus envie de sleeping. C'est plus un délire Unreal qu'un délire Matrix. Je pense qu'un mec qui dit je suis ultra fan de Matrix, je vais aller creuser, chercher du biscuit, il sera peut-être un peu sur sa faim. D'accord. Il n'y a pas forcément du méta à chercher là-dedans. Peut-être pas. Il y a des blagues, mais je n'en dis pas plus. Il y a quand même des. Damien, il va trouver quelque chose, tu crois Damien, il va forcément dire je suis déçu, ça n'apporte rien, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Où est le filtre vert, bleu? J'y comprends rien. Ah oui, est-ce que tu peux changer entre un filtre, il y a un 4X, filtre 4X ou Blu-ray? Non, il y a un filtre Matrix que tu peux désactiver d'ailleurs. Pas 4X, comme on dit. 4K 4K. Il nous a entendu. Il sait qu'on parle de lui. Voilà, écoute, pour ces Game Awards qui au final nous ont quand même pas mal plu. Écoute, moi je vais être même plus enthousiaste, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas vu une conf jeu vidéo aussi rythmée et aussi quali en termes d'annonces, et même le show global, je trouve qu'on a atteint une forme là. Il y a eu des Game Awards où on s'est fait chier, là c'était vraiment cool, et ça ringardise le 3, ça ringardise la Gamescom, enfin... Il y a une maîtrise un petit peu dans les faits, quoi, dans l'organisation. En termes de show, en termes de prod, en termes de rythme, en termes d'événements, tu vois, les concerts, les invités, les machins, et en termes d'annonces, franchement, chapeau, quoi. T'imagines avec les constructeurs en plus? Imagine ça avec où tout le monde est chaud, où tout le monde se donne un moment. Ouais, mais il a réussi à bricoler un truc incroyable. Je sais pas si c'est les circonstances qui fait que l'année, tu vois, a été compliquée, que les devs ont pris du retard et qu'ils se retrouvaient tout d'un coup avec beaucoup d'annonces au même moment. Mais s'il peut maintenir ce niveau de qualité, ça deviendra l'événement jeu vidéo numéro 1 de l'année sans problème, quoi. Voilà pour les Game Awards et quasiment voilà pour cette année des Red Alert, parce que qu'est-ce qu'on vous réserve pour les semaines à venir, les dernières semaines de décembre? Il restera un Red Alert la semaine prochaine qui sera le dernier de l'année, donc on fera un peu le bilan de l'année à notre façon. Pas de chronique, ça va être un peu une discussion sur des tendances, des trucs comme ça. La semaine d'après, on vous laissera pas tout seul parce qu'il y aura quand même un Third Strike EX sur Halo Infinite, si tout va bien, avec Ken aussi, qui est un gros fan de Halo. Bah ouais, c'est drivé par Ken, ça, celui-là. Lui, il est ultra chaud là-dessus, donc un EX qui va parler de fond en comble du dernier épisode Infinite. Donc voilà, on vous laisse pas sans rien. Tous dessus, là, en train d'y jouer. Un petit Third Song de l'année aussi. Ouais, on en a parlé un peu tout à l'heure, et on finira on démarrera la nouvelle année le 1er janvier avec un Third Strike. Je me mélange mes noms d'émissions, de podcasts entre nous, on en a trop. En plus, il y a des déclinaisons les unes des autres. Donc un Third Strike avec toute l'équipe, y compris Ludo, où on fera justement notre bilan de l'année de manière un peu plus perso. Voilà, les jeux qui nous en a kiffé, les coups de cœur, les déceptions. Carrément, voilà, donc un beau programme. Il y aura de quoi écouter malgré tout. Ouais, ce n'est pas encore l'heure de vous remercier pour cette année entière, on va juste vous remercier pour cette semaine. L'occasion de faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo. On vous dit à la semaine prochaine, c'est pas encore fini, on est encore là. Voilà, et on va aller manger maintenant. Allez, bye bye. Bye.